que l'on peut retenir sur la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises? Donc, l'audition de Bernard Arnault, il y a donc Fabien Gay qui intervient un bon bout de temps. C'est la question du taux de redistribution des actionnaires sur le résultat net. Sur les 2 derniers précédents, vous étiez à un taux à 43%, et là, en 2024, vous avez fait un choix, celui de traverser, et vous nous direz, des difficultés économiques, mais de continuer à verser un taux de dividende qui reste relativement stable. Je vais aussi le redonner, puisqu'il était de 12 euros en 2023, versé en 2 fois, en 2024 de 12 euros, et en 2025, probablement, c'est ce que vous avez adopté, de 13 euros, donc malgré des difficultés. Et donc le choix de supprimer 1200. Alors, moi, ce qui m'interroge pas mal, c'est que des rapporteurs, même s'ils posent des questions, permettre de commenter de manière plus ou moins détaillée des choix entrepreneuriaux d'entreprises en mettant un peu ce qu'ils veulent dedans, à la fois la suppression de postes ou là en fait on va voir que c'est pas des suppressions de postes mais des départs à la retraite dans un contexte particulier et en fait en fonction des bords politiques qu'ils ont, ils vont regarder de manière plus ou moins détaillée les choix des entrepreneurs, et notamment Bernard Arnault, hein, qui est un entrepreneur de très haut niveau, qui, au niveau du secteur privé en France, est la première entreprise. Donc c'est vraiment très particulier de voir ces petits calculs et ces petites différences, notamment sur des choix stratégiques. Emplois, effectivement avec pas des licenciements secs, mais avec des non-remplacements de départ à la retraite, c'est ce que vous avez annoncé, mais qui fait que c'est quand même de la suppression d'emplois, on ne peut pas le nier, c'est pas une vérité alternative à la Trump, c'est une réalité. C'est que de toute façon, les salariés qui vont rester vont devoir assumer, quoi qu'il arrive, le même travail que. Compte tenu du fait que le groupe gagne de l'argent et progresse, la responsabilité de ne pas faire de licenciement, ce qu'on ne fait pas, mais on ne peut pas être obligé de garder, quand la conjoncture est difficile, de toute façon le même nombre d'emplois. Ça n'a pas de sens. Hein. Peut-être on le fait dans l'administration. D'ailleurs, j'ai quelques mots à dire là-dessus pour comparer les emplois dans l'administration, la lourdeur de l'administration française, mais je ne pense pas que dans une entreprise privée, on puisse avoir ce genre de raisonnement. Ensuite, concernant... Là, c'est plutôt intéressant puisque il répond en disant que dans un contexte particulier, alors notamment, eux, c'est le secteur du cognac qui est en difficulté, donc avec la Chine et les droits de douane, ils, bon, eux, ne licencient pas. Alors c'est plus pour des raisons peut-être de l'ordre de la pression politique, hein, finalement, puisqu'il est toujours bon dans une entreprise de licencier pour régénérer les équipes. Sinon, les équipes, en fait, elles, au fur et à mesure du temps, elles sont moins motivées. Finalement, il y a toujours quelques personnes qui sont pas motivées et qui ont besoin de partir sur d'autres horizons. Là, en fait, très clairement, ils ne licencient pas. Il y a des départs à la retraite. Et en fait, bon, là, c'est un petit peu nouveau hein, quand même, en fonction des PDG hein, qui n'étaient pas politisés, en tout cas qui ne prononçaient pas de discours un peu enfin, plus politiques. Là, que Bernard Arnault dise que l'administration, justement, malgré la conjoncture économique qui serait en baisse, la dette, etc., continue d'embaucher ou de garder même le même personnel. Et en fait, il y a que l'administration qui peut se permettre ce genre de raisonnement. Et non, une entreprise ne peut pas se permettre ce genre de raisonnement. Le rachat d'actions dans toutes les entreprises du CAC 40 bénéficient plutôt au top 100, parce que lorsqu'on en possède 10 000
et lorsqu'on en possède 10, vous le savez mieux que moi, c'est pas exactement la même chose. Oui, enfin, quand vous avez 200 000 personnes, ils ne peuvent pas tous posséder des milliers d'actions. Hein. Ce plan concerne et est ouvert à tous les salariés, absolument, tous les salariés. Oui, mais pas de façon égalitaire. Pas dans tous les pays. Alors, sur le rachat d'actions, donc le rachat d'actions, c'est un bon moyen en fait, de défiscaliser de certaine façon une grande partie des actions, puisque quand on verse un dividende, il y a un taux qui est à peu près à 33%. Là, ils essayent d'encadrer donc le rachat d'actions, puisqu'en fait, là ils donnent, bon, de ce qui s'est passé, hein, c'est qu'ils donnent des actions gratuites ou rachètent des actions. Donc l'idée, c'est de pouvoir réinjecter de l'argent pour que la valeur en fait de l'action monte, tout simplement, elle passe de 10 à 20 par exemple, qui est un rachat d'action qui est fait. Ils vont injecter peut-être 100, 200 millions. Ça va faire passer l'action de 10 à 20. Et donc, les actionnaires, en fait, au lieu de percevoir un dividende, perçoivent une valorisation de leur action. Ça, c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Et le législateur, en tout cas l'administration fiscale, souhaite se pencher sur ce sujet puisque il est utilisé de manière très forte par les entreprises pour pouvoir en fait finalement défiscaliser un certain nombre de d'opérations finalement. Et donc ça c'est quelque chose que le législateur là cette fois-ci Fabien Gay en parle puisque c'est un manque à gagner pour l'État. En fait, Bernard Arnault remet dans le contexte les choses en disant que ce plan est ouvert à tous. Toutes les personnes n'ont pas la même possibilité d'avoir des actions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a finalement les salariés deviennent actionnaires et du coup on ne peut plus être dans cette logique du discours du entre guillemets méchant actionnaire. Mais finalement, en fait, tout le monde peut être actionnaire, et notamment chez LVMH, mais en fait, dans toute entreprise, on peut être actionnaire, disposer de dividendes, un peu comme les Américains, et donc ça affaiblit en tout cas le discours qui pourrait être prôné par des communistes ou un discours anti-libéral, anticapitaliste. Voilà. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Ensuite, là, on va avoir un peu un discours, en tout cas une leçon économique de Stéphane Bianchi. Les dividendes, si on regarde le rendement du dividende de l'action, c'est à peu près entre 1,5 et 2%. Si on rajoute les rachats d'actions, on sera à peu près à 2,2%. Donc, et ça, c'est la rémunération du capital. Nous sommes obligés de rémunérer le capital. Toute entreprise cotée est obligée de rémunérer le capital. Coté ou pas coté d'ailleurs. On est obligé de rémunérer son actionnaire. Donc nous le rémunérons avec les sommes que vous avez dit, de l'ordre de 2,2%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on emprunte, le taux obligataire, il est plutôt en euros de 2,5 à 3%, et si on emprunte en dollars, il est plutôt de 4,5. Donc, cette rémunération du capital n'est pas non plus suroptimisée. C'est juste ça que je veux dire. C'est que... Donc ça, c'est plutôt intéressant puisqu'en fait, on est en train de remettre donc en lien donc le rachat d'actions, vous parlez de ces 2,5%, avec le taux finalement qui est payé pour emprunter en obligation française et aussi le taux qui peut être emprunté en obligation américaine, c'est-à-dire acheter de la dette américaine et on reçoit 4,5% en retour, tandis qu'en France, on reçoit 2,5%. Donc en fait, il se positionne sur la fourchette basse des obligations, puisqu'il y a d'autres pays où finalement le taux est beaucoup plus cher. Donc c'est comme une dette que l'on peut avoir pour acheter une voiture. On a un taux qui est, par exemple, de 1,5%, 4%. Ben là, en fait, c'est la même chose pour une entreprise. J'en ai posé deux. Bon,
et on a eu un échange. Et y compris à Panama, mais y compris en Suisse aussi. Quand on a un taux d'impôt à 28,5 et qui va passer à 36,13 et qu'on regarde un certain nombre, notamment de sociétés qui ont un taux d'impôt très différent du nôtre en France, si on essayait de faire de l'optimisation, on serait quand même pas très doué, et deux, je pense et je peux dire qu'on ne fait absolument rien à but fiscal. On travaille pour le business, donc voilà, il faut vraiment que vous en soyez convaincus. On a des entités juridiques un peu partout dans le monde, et je tiens à le dire, et y compris à Panama, mais y compris en Suisse aussi. Et ce sont des boutiques, elles abritent des boutiques qui vendent nos produits. Donc après, oui, ce sont des structures juridiques, parce que nous devons avoir des structures juridiques, mais il n'y a aucun schéma d'optimisation fiscale dans ce cadre-là. Enfin, ce sont Donc là, c'est plutôt intéressant, on finira là-dessus. C'est qu'il y a aussi donc un rappel par rapport à, donc, à un article qui a été publié par Le Monde avec un certain nombre de personnes qui ont co-signé cet article, comme quoi les VMH utiliseraient donc des schémas fiscaux pour pouvoir optimiser, sachant qu'ils ont des boutiques, eux, que ce soit au Luxembourg, en Suisse, etc. Et du coup, ce schéma d'optimisation fiscale auquel les co-signataires ont parlé, en fait, il est, selon eux, faux. Alors après, ce serait pas déraisonnable d'avoir un schéma fiscal d'optimisation compte tenu de la fiscalité française et compte tenu que le groupe LVMH, malgré 80% de son chiffre d'affaires environ qui est fait à l'étranger, il paye donc autant d'impôts sur les sociétés que donc il a parlé de 5 milliards. Finalement, en fait, il paye, c'est quasiment l'entreprise qui paye a priori le plus d'impôts sur les sociétés, enfin rapporté en tout cas par rapport à sa taille, hein, finalement, en tout cas la taille de son marché. Et donc là, ils essayent de remettre quand même les choses dans leur contexte. Et ça, c'est plutôt important. Alors après, je sais pas trop. Est-ce que il s'agit de bon, il y a deux grands positionnements entre ceux qui bon se défendent sans parfois répondre totalement aux différentes questions et les questions qui sont posées, qui sont un petit peu biaisées pour peut-être faire un petit peu de buzz, notamment des rapporteurs. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ce qu'on peut, enfin le bilan qu'on peut avoir sur ce type de, enfin d'audition, c'est que les chefs d'entreprise désormais, mais aussi par les influenceurs, donc peut-être un peu plus jeunes, puisque là on voit évidemment que les euh, différentes personnes, le directeur général, financier, bon, sont d'un âge, en tout cas d'une génération bien différente des influenceurs. Et les influenceurs ont eu un modèle de réponse qui est très différent. On a pu le voir. Voilà, on est vraiment aujourd'hui, d'une certaine façon, que ce soit les jeunes entrepreneurs et des personnes qui sont un peu plus ancrées dans le business, on a en fait presque une convergence des luttes, si je puis dire, sur en fait le problème de l'entrepreneuriat en France, qui est difficile. Et donc ça, c'est plutôt encore une bonne chose. Ça, ce sont des signaux qui doivent être pris au sérieux par les services de l'État, les personnes qui travaillent au service de l'État, pour pouvoir progresser, avancer et faire développer le pays de manière plus efficiente.